La propagande, c'est quoi? La propagande, c'est utiliser le cinéma ou un média pour construire une perception. Parce que le cinéma, il a ce qu'on appelle un langage qui est un langage universel. Vous n'avez pas besoin de savoir lire, ni de savoir écrire pour comprendre le cinéma. Et la preuve, vous allez à Pékin, à l'époque, il y avait des clubs de fans indo. Tu vois? Parce qu'il y avait une prolifération de cinéma au Sénégal. À l'époque, il y avait beaucoup de cinéma au Sénégal, dans les quartiers et dans les banlieues. Il arrivait que pendant la Tabaski, le soir, un divertissement, c'était d'aller au cinéma. Donc, Ayama Disco dansait, Amitabh Bachchan, qu'on appelait Amitabh Bachchan, on ne savait même pas que le vrai nom, en fait, c'était des films indiens, n'est-ce pas? Donc, ce fort potentiel du cinéma à pouvoir influencer la perception de la réalité d'un peuple, c'est ça qu'on appelle la propagande. Et nous allons voir que la propagande, comment est-ce que d'abord les Allemands, en même temps les Américains, ensuite le Japon, après on va arriver en Afrique pour venir maintenant dans les séries. Parce que les séries, l'hégémonie des séries, c'est vraiment intéressant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 5 des réalisateurs les plus connus, bon je dirais peut-être pas les plus connus, mais 5 des meilleurs réalisateurs au niveau de Hollywood. Le documentaire se trouve au niveau de... Vous pouvez le visionner sur Netflix. Ces 5 réalisateurs, on les a pris pour filmer la guerre. Et en même temps que faire des propagandes pour inciter les Américains à s'engager pour la guerre en Europe. Parce que ce n'était pas facile, en fait, de faire rallier les jeunes américains pour qu'ils puissent s'engager et combattre en Europe. Parce que ce n'était pas une guerre qui était dans leur territoire. Donc, pourquoi ils ont pris autant de mal et ils ont mis autant d'argent pour pouvoir créer une opinion dans la jeunesse américaine pour les inciter à s'engager dans la Grande Guerre? C'était à travers l'outil Hollywood. Et c'est très récent qu'on a réussi à voir, par exemple, l'intervention et la participation des Noirs américains dans la Seconde Guerre mondiale. Parce que même ces réalisateurs-là, une consigne était en filmant, on évitait de les filmer. Donc vous voyez que la caméra, l'outil du cinéma, ce n'est pas un outil qui est utilisé de façon puérile. On peut avoir une lecture puérile, mais quand même c'est une démarche qui est une démarche bien outillée et ancrée par rapport à des politiques. Donc nous allons voir d'abord avec les Russes comment est-ce qu'ils ont commencé leur propagande. On va ensuite étudier quelques films des Américains parce que aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire, les standards du cinéma ont été influencés beaucoup par les Américains. Tout le monde connaît Goebbels. Et quand on parle de Goebbels, c'était le maître en chef donc, de la propagande. Tous les films qui étaient produits étaient visionnés par Goebbels. Et il donnait des indications par rapport à ce qu'il devait faire pour pouvoir permettre à Hitler de répandre son idéologie à travers donc les films. Donc l'Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a pu avoir une avancée technologique. C'est pourquoi aujourd'hui, même cette avancée et cette guerre-là a permis à l'Allemagne d'avoir quand même une industrie qui est très forte. Que ce soit les Mercedes, les Mitsubishi, les Toyota. Si vous regardez leur histoire, toutes ces compagnies-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étaient au centre de la production donc de matériel, d'avions, de véhicules. Donc, comme aujourd'hui on parle de bombardiers, vous vous rendez compte que cette semaine-là, donc F-23, vous avez entendu donc ces bombardiers d'Israël ou bien de l'Iran, c'était pour mettre en valeur l'avion-là qui était à l'époque un avion bombardier qui était très craint. Donc on a vu
l'Iran qui a fait, je ne sais pas si vous l'avez regardé sur Facebook ou bien sur YouTube, qui a fait un clip pour montrer en fait ces avions de chasse qui sont dans un lieu souterrain avec une musique qui fait musique de propagande, mais en fait le dessin c'est pour faire peur, pour leur dire que nous avons du matériel. Donc la propagande est toujours au milieu de ces films-là. Et ce film a été financé par ce qu'on appelle la Luftwaffe. Donc Luftwaffe c'est l'armée allemande, l'armée de l'air allemande. Et on verra plus tard l'armée de l'air américaine avec un film qui est devenu un film culte, avec un acteur, on va voir, Inch'Allah. Maintenant, sur les Américains, le cinéma américain, donc, ils ont réussi à dominer en fait le monde, de par les moyens d'abord, de par aussi les écrans européens qu'ils ont pu avoir à dominer par rapport à 60% de films. Donc, vous étiez quasi certain de regarder un film américain si vous allez au moins 2 jours au cinéma. Et en parallèle, c'est à l'arrivée de Mitterrand qui s'est rendu compte effectivement de l'hégémonie de la culture américaine avec les Français, qu'ils ont voté une loi et qu'ils ont confié à l'époque à Claude Branco, le père de Juan Branco, pour maintenant renverser la tendance et faire de sorte que dans les radios, à la télévision et au cinéma, qu'il y ait maintenant 60% de films français et jusqu'à 80% de films européens contre les films américains. Donc ça a permis de sauver la langue française et la culture française. Maintenant, on verra nous, dans nos pays, est-ce qu'il y a une politique de protection de notre culture, que ce soit la langue, que ce soit le cinéma. Donc parce que eux, ils ne font rien en fait au hasard. Donc, d'abord, il y a le film 24 heures, la série 24 heures. Et dans la série 24 heures, il est arrivé, c'était un président noir, n'est-ce pas? Et avec les parts d'audimat, cela a permis de préparer l'opinion à avoir un président noir. Parce que quand c'est arrivé, c'était comme si quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà vu. Donc, c'est normalisé à travers une répétition d'épisodes. Ce n'était pas anodin. Donc, Obama a bénéficié de l'aura du film, de la série 24 heures. Pour dire effectivement, on peut préparer l'opinion à des réalités qui ne sont pas encore là. Et certains même diront que le cinéma, en fait, est un moyen de pré-scénariser le futur. Et on verra qu'il y a beaucoup de films qu'on a vus, qui sont sortis donc à un moment donné, et dans le futur, à un moment donné. Donc, c'est comme si ce film-là était un film prémonitoire. Donc, l'armée américaine a produit avec Tony Scott un film qui s'appelle Top Gun. Top Gun est produit en 1986, n'est-ce pas? Donc, Top Gun, à l'époque, c'est un film référence. Après la division de ce film, les Américains qui voulaient s'engager dans l'armée de l'air aux États-Unis, les chiffres ont franchi la barre des 500% d'une année avant et après donc la division de ce film Top Gun. Top Gun montrait, comme je l'ai dit, sur Stuttgart, la force de l'armée américaine. Donc, Hollywood et l'armée américaine, ils mettent à disposition de leur plateforme, ils leur donnent tout ce qui est avion. Ils font de sorte que c'est comme si quand vous conduisez en fait un avion, c'est cool. Alors que la plupart des pilotes, en général, ils ont des nausées, et même des fois, c'est pas facile de conduire un avion, de piloter un avion, les avions F1 et autres. Donc, mais
les États-Unis et Hollywood ont cette manie et ils sont capables de faire de sorte que même tuer, c'est comme Rambo ou bien Commando, ils peuvent se battre avec des armées, n'est-ce pas? Alors que, quand même, ce n'est pas aussi facile de tuer une centaine ou bien une dizaine de personnes. Donc, ils le rendent cool, ce qui fait qu'à travers donc, Top Gun, on a un équivalent de Sturkash. Donc, et Top Gun est sorti vers les années 2015. 1986 du moins. Maintenant, il y a un autre film sur la guerre en Irak avec Clint Eastwood. Et ce film s'appelle American Sniper. American Sniper de Clint Eastwood. Clint Eastwood, si vous ne le connaissez pas, c'était un ancien acteur donc de Far West qui est devenu un très grand réalisateur, mais qui travaille beaucoup avec l'armée américaine. Donc il y a eu plusieurs films qu'il a réalisés. Donc le film American Sniper, en fait, il fait l'éloge de l'Américain, soldat américain courageux, jeune, beau et qui est capable, par exemple, de faire des choses qui sont extraordinaires. Donc, ils utilisent aussi la guerre parce que la guerre a été pour les États-Unis non seulement un moyen d'avoir, entre guillemets, de l'énergie, de mettre leur toile, mais aussi une source de raconter des histoires. Rambo, il a fait quelle guerre? Il a fait la guerre de Vietnam. Platoon et tous ces films-là qui sont sortis sur la guerre de Vietnam, vous avez l'impression que ce sont les Américains qui ont gagné, alors que les Américains, comme en Irak, ils se sont enfuis sur les toits des immeubles. Et même ceux avec qui ils travaillaient, ce qu'on appelait à l'époque les boat people, ils étaient en train donc de s'enfuir et beaucoup donc ont péri dans la mer. Donc, la narration a pu nous faire croire que Rambo, Platoon et autres, que les Américains ont gagné en fait les Vietnamiens, mais ce sont les Vietnamiens qui ont réussi à faire s'enfuir les Américains. Donc, il y a aussi le film qui s'appelle Il faut sauver le soldat Ryan. C'est un film qui est sorti en 1998. Il faut sauver le soldat Ryan, en fait, l'histoire, c'était qu'une mère qui avait 3 enfants, et les 2 étaient déjà tués dans la guerre. Et vous savez, le cérémonial qui consiste à annoncer à une mère ou bien à une famille que un de leurs fils est décédé pendant la guerre. Le cérémonial là, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 à 3 officiers qui viennent et qui vous remettent un drapeau qui est plié. On l'a vu. Vous l'avez vu au moins une fois dans un film. Donc ils viennent plier le drapeau, vous annoncez que votre enfant, votre fils, votre papa, votre mari est décédé. Alors, donc cette mère-là, à qui on a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'elle a déjà perdu des enfants. Alors, l'armée américaine décide que l'enfant-là, le dernier fils de cette mère-là, ne sera pas mort. L'armée américaine décide de créer un escadron qui va aller donc dans la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, extraire donc ce fils-là et le ramener sain et sauf pour que cette mère ne puisse pas encore avoir à souffrir la mort d'un fils. Donc vous voyez que des soldats dans ce film sont prêts à mourir pour sauver un autre soldat. Pas parce qu'il a plus de valeur, mais pour éviter qu'une mère ne souffre encore. Au moins qu'il ait un fils avec qui il va rester. Et le film va s'ouvrir et va se fermer sur le soldat qui va venir dans les cimetières et va rendre hommage à ces soldats-là qui sont sacrifiés pour que lui puisse vivre. Donc on retrouve à la fin donc, de ce film, comme sur le film Titanic de Rose avec Jack, à la fin c'est lui qu'on voit dans son regard, n'est-ce pas, qui va laisser le collier. Mais ici, lui, il est dans les cimetières où on voit donc des croix, les croix blancs.
Et dans ce film, ce sont les Allemands qui sont les méchants. Et on va sur plusieurs scènes, genre 4 scènes, vous montrer en fait comment est-ce que les Allemands n'avaient pratiquement aucune valeur. Il arrive à un moment donné que l'escadron trouve un Allemand. Après une bataille, donc, il n'y avait qu'un seul survivant. Le survivant, c'était un Allemand. Il voulait le tuer. Un des soldats s'y opposait, parce que lui, il avait une grande morale, en disant que nous ne pouvons pas l'abattre. Donc, et l'Allemand les suppliait, il les suppliait à genoux, pleurait en train de chanter pour qu'il le laisse vivre. Et l'escadron a finalement, ils lui ont donné donc la vie sauve. Mais l'homme qui s'est interposé entre l'escadron et cet Allemand-là, cet homme-là va se retrouver tué par l'Allemand qui l'a sauvé. Parce qu'à la première occasion, et on va montrer en fait la séquence où il tue l'Allemand, c'est une séquence qui est très difficile à regarder. Parce qu'il va le tuer avec un couteau, en le plantant le couteau, ce qu'on appelle baillon, c'est le couteau là qu'on accroche donc, sur les fusils. Quand il arrive que vous êtes corps à corps, vous ne pouvez plus utiliser votre arme, donc vous combattez avec des baïonnettes. Donc il va le tuer avec une baïonnette, mais de façon vraiment très lentement. Et donc l'Américain va se rendre compte qu'il a fait une erreur en voulant sauver cet Allemand-là qui, une fois qu'il a eu le dessus, il n'a pas hésité à le tuer. Donc cette séquence-là va réveiller en celui donc, qui prend part, parce que nous prenons part, avec notre point de vue, avec les Américains, à encore plus détester l'Allemand, n'est-ce pas? Il y a aussi le film qu'on appelle Pearl Harbor. Pearl Harbor, donc, c'était l'attaque des Japonais. Il y avait donc des navires américains. Ces navires-là, en 1945, a essuyé des tirs de rafale des avions japonais. Et ça a été une partie très importante qui a même motivé donc, le lancement donc, des 2 bombes nucléaires, Nagasaki et Hiroshima. Donc ce film, dont l'acteur principal est Ben Affleck. Ben Affleck, je pense que vous le connaissez pour ceux qui sont comment dirais-je, des fans de cinéma, Pearl Harbor. Donc, il y a une histoire qui raconte entre 2 amis américains et leurs femmes. Mais ici, on voit encore comment eux ils appelaient les Japonais les Japs. Après, nous allons faire une digression vers ce qu'on appelle les Marvel. Les Marvel, ce sont les films de Spider-Man et les films de Hulk. Donc, il y a un personnage qui représente l'Amérique, qui s'appelle Capitaine America. Donc, Capitaine America, c'est un héros qui a été créé donc, pour montrer la bravoure de l'Amérique. Donc, Capitaine America, donc c'est un homme qui devient super-héros. Mais le premier film, vous allez vous rendre compte que ils n'ont pas pris un homme extraordinaire, mais ils ont pris le film, si vous l'avez regardé, c'est un homme qui était maladif, qui était très chétif, qui était très maigre, mais qui, par son courage, a été choisi pour pouvoir incarner le Capitaine America. Et qu'est-ce qui a fait le déclic? Le déclic a été fait quand ils ont fait un test en lançant une grenade et que tous les soldats américains fuient, c'est lui qui vient et qui met son corps pour protéger ses amis. Donc à cette époque-là, avec cet acte-là, ils ont décidé de le prendre et d'en faire le soldat, le super soldat. C'est comme les super soldiers. Donc, Capitaine America, et ce premier film, vous allez vous rendre compte que aussi les méchants sont les Allemands. Il y a un autre film qui s'appelle Iron Man, Tony Stark. Iron Man, pourtant qui a été produit en
les premiers comics, parce que c'était des bandes dessinées. Les premières bandes dessinées, c'était dans les années 1960. Mais comme pour actualiser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené Iron Man pendant la guerre de l'Irak. Donc, on a vu où il a commencé à faire donc son armure là. Il a été capturé en Irak, dans les grottes, avec un scientifique. Ils ont réussi donc à fabriquer cette armure-là qui lui a permis de s'échapper et de retourner aux États-Unis pour parfaire donc cette armure-là. Donc vous voyez, ici, les méchants sont des Arabes. Et comme c'était à l'époque de la guerre contre l'Irak, ils en ont profité pour encore mettre en exergue donc cette propagande de dire que donc, les Arabes sont des terroristes, sont des tueurs, sont des gens donc, qui sont contre les Américains. Donc, il y a eu après le film, je dirais, qui n'est pas un film africain, hein, parce que les gens se trompent, Black Panther de Ryan Coogler, donc sorti en 2018. Donc, Black Panther, donc c'est un jeune qui s'appelle Ryan Coogler, qui vient de sortir un film qui s'appelle Sinners. Ryan Coogler, à l'époque, quand il faisait Black Panther, je pense qu'il n'avait même pas encore 30 ans. Il était très jeune, il avait entre 24 et 25 ans. C'était son troisième film. Le premier film, c'était Fruitvale. Fruitvale, c'était un film dans les stations. C'était un noir qui a été tué par une bavure policière. Il avait pris avec lui, donc c'était après la sortie à l'université. Donc Michael B. Jordan avait joué sur ce film Fruitvale. Il a gardé comme acteur fétiche. Donc Michael B. Jordan joue dans Black Panther, mais il ne joue pas le rôle principal. Il joue le rôle du méchant entre guillemets. Mais si vous regardez bien, ce méchant-là n'est pas aussi méchant, parce qu'on vous dit aussi les meilleurs méchants, ce sont des méchants qu'on a construits. Parce que l'idéologie qui est différenciée entre Black Panther, le Black Panther T'Challa et Killmonger, et on a vu cette séquence qui est pour moi une séquence qui est iconique, quand il vole le masque africain, dans le musée, avec la conservatrice, à qui il pose la question en lui disant que est-ce que vous connaissez d'où proviennent ces masques-là? Donc, vous les avez volés, nous sommes venus les récupérer. Le dernier Black Panther 2, Wakanda Forever, il y a une séquence qui se tient au Mali. Ce n'était pas fortuit. Cette séquence-là, des soldats qu'on appelle les Amazones, ils ont réussi à capturer des soldats français qui étaient venus pour voler des minéraux. Et ils ont pris ces soldats et les ont emmenés dans l'enceinte de l'ONU. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont fait engenouiller. Et pour cette séquence-là, le département français, ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un communiqué pour fustiger cette séquence-là en disant que ce que Marvel, ce que Ryan Coogler dit ne correspond pas à la réalité. Mais nous savons qu'effectivement que ce n'est pas une réalité, mais il a eu le courage et il a eu la liberté de décrire les Français comme des voleurs qui sont allés pour piller des minéraux, et il a fait comme un film. Et ce n'était pas seulement ça, parce que sur Black Panther Wakanda Forever, en Espagne, comme dans certaines villes comme Cuba et autres, certains ont refusé, les Espagnols ont refusé de regarder le film. Pourquoi? Parce qu'il a pris comme Nemo des autochtones. Quand vous regardez, par exemple, le peuple de l'eau, c'est le vrai peuple autochtone en Espagne et au Mexique. Ce sont des gens qui sont un peu courts. Donc, Ryan Coogler, c'est quelqu'un qui a été formé à une idéologie qui est forte, donc, et quelqu'un qui, dans ses films, prend position, n'est-ce pas? Bon, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps donc, pour nos cinéastes. On va essayer d'aller plus vite pour pouvoir peut-être échanger. Donc, il y a eu Inglourious Basterds de Quentin Tarantino en 2009. Donc, dans ce film, on voit une séquence où des Américains tuent Hitler. Ça ne s'est pas passé comme ça. Hitler a été, je ne dirais pas tué, mais ce sont les Russes, en fait,
qui ont été les premiers à arriver à Berlin, qui ont fait chuter Berlin. Et on va voir dans les propagandes donc, russes les films qui chantent ça. Donc, Inglourious Basterds, donc c'était un film de propagande. Il y a eu Transformers de Michael Bay, qui a été aidé par l'armée américaine, donc c'est en 2007. Transformers, on le connaît, donc ce sont des aliens qui viennent ici et qui se transforment donc pour avoir l'apparat de robots. Je parlais du film Five Comeback, donc c'est ces films-là avec les 5 réalisateurs, donc John Ford, John Huston, William Wilmer, George Stevens, donc qui était chargé donc de filmer la guerre pour la propagande. Donc on dit aussi que Hollywood est fort pour quelque chose, c'est-à-dire même si l'histoire ne les appartient pas, ils vont venir se mettre au centre de l'histoire. Par exemple, vous prenez Tarzan. Tarzan, ce n'est pas une histoire américaine, mais les Américains, le héros, c'est un Américain. Et il a des amis africains, il a des amis, comment dirais-je, sympas et autres. Ils auraient pu prendre un Africain, et même il y a un livre qui s'appelle Le mythe de Tarzan, c'est un livre qui a été écrit par un Sénégalais, pour en fait expliquer le fait que cette narrative qu'on nous dit, qui fait que de telle sorte que quand on voit dans une entreprise, à chaque fois on dit que non, Toba Bimo aïe. Parce qu'il y a ce mythe-là de Tarzan qui est en nous, qui fait qu'on a l'impression que tout ce qui est innovation, tout ce qui est science, nous sommes incapables de pouvoir le faire. C'est un mythe, c'est un imaginaire qui a été construit, je ne dirais pas sciemment, mais qui a été construit dans ces propagandes-là. Donc là, on en vient à la Russie, avec la chute de Berlin, donc un film donc, de Mikhail Tchaoureli, donc en 1950. Ce film, à sa sortie, en 1950, a pu réussir à avoir 38 millions d'entrées. Et ce film, il dure 3 heures de temps. Si vous regardez sur YouTube, donc la chute de Berlin, vous pouvez retrouver le film sur YouTube. C'est un film que Staline a commandé et même lui, il joue son propre rôle dans ce film. Et ce film, c'était pour revendiquer en fait et pour mettre en lumière que effectivement, ce sont les Russes qui ont fait tomber Berlin. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, même la dernière fois qu'ils ont commémoré donc, la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ne sont pas allés. Parce que de plus en plus, les Américains, les Européens, à travers l'OTAN, ils lui donnent peu de place. Alors que ce sont les Russes qui ont pris Berlin. Il y avait une course entre les Russes, Churchill, Eisenhower, pour entrer et prendre Berlin. Mais ce sont les Russes qui sont arrivés en premier à Berlin, qui ont libéré les Juifs de Auschwitz, un camp de concentration où on faisait donc tuer les Juifs à travers donc, les fours crématoires, à travers des exécutions primaires. Donc, la Russie, je ne dirais pas qu'il s'est endormi, mais après, ils ont pu savoir qu'il faudra qu'eux, ils jouent un rôle primordial par rapport à cette propagande qui ferait que d'ici quelques années, qu'on puisse dire que non, ce ne sont pas les Russes qui ont libéré, mais ce sont les États-Unis qui ont libéré, en fait, qui ont libéré l'Europe. Donc, il y a un film qu'on appelle donc le Cuirassé Potemkin, donc de Einstein, un bateau donc de lutte. En fait, ce bateau-là, qu'on appelle Cuirassé, dans ce film, on montre en fait un affrontement entre ce qu'on appelle les Tsars, l'armée tsarienne, ça c'est la révolution russe, et le peuple normal. Parce qu'il ne faut pas oublier que Staline, c'est une révolution qui a tué le dernier tsar et sa famille, n'est-ce pas? Donc, et c'est Lénine qui a mené cette révolution-là. C'est après la mort de Lénine qu'il y a eu Staline. Et Staline a été un très bon communicant par rapport à Trotsky. Donc, un peu une histoire russe, mais en fait, ce film-là montre comment les tsars, parce que c'était un empire, étaient
implacable. Et il y a une séquence où on voit des enfants, un bébé, un handicapé qui sont en train de tuer, et cette séquence-là dure plus de 6 minutes. Donc, parce qu'à une époque donnée, quand la Russie a fait sa révolution et que le communisme s'est installé, il y avait toujours des gens qui étaient nostalgiques de la période des tsars, en disant qu'ils avaient plus de nourriture, et pour leur montrer qu'effectivement les tsars avaient quand même fait des choses, et puis en utilisant cette film pour le rappeler, donc ils ont utilisé ce film qui s'appelle donc le Cuirassé de Potemkin. Donc au Japon, nous avons le premier long métrage qui s'appelle Momotaro, le devin soldat. Momotaro, c'est sorti en 1945, c'est juste avant donc, le lancement des deux bombes, Hiroshima et Nagasaki. Donc Momotaro, c'est comme si on avait pris par exemple Mamkumba Bang ou bien le Dao. Donc c'est un personnage qui est un personnage donc, traditionnel. Et aussi, c'est un moyen de faire la propagande. C'est-à-dire qu'il faut des fois faire revivre des personnages. Et ça, on l'a vu avec les Marvel, comme vous pouvez le voir avec Thor et certains et Loki. Ce sont des personnages qui existent dans ce qu'on appelle donc comment dirais-je, donc la tradition orale ou bien la tradition écrite, que ce soit donc les contes et autres. Donc nous allons finir avec les séries. Mais d'abord, on va parler, par exemple, de l'Aisne, rapidement. Avant, on va parler de Camp de Thiaroye. Camp de Thiaroye de Sembène Ousmane. Donc, bon, on va passer le voyage sur la Lune, ou bien l'homme bicentenaire. L'homme bicentenaire, on va après en revenir. Camp de Thiaroye, c'est sorti en 1988 de Ousmane Sembène. Et Camp de Thiaroye, ce n'est pas un film de propagande. C'est pas parce que ça n'a pas été commandé par Senghor, n'est-ce pas? Et le film même, quand c'est sorti en 1988, ça a été censuré au Sénégal. Ça a été censuré aussi en France. Donc, des fois, c'est un réalisateur qui est courageux, qui prend sur lui-même de faire un film qui dérange même son propre gouvernement. Et dans ce cas, c'était le cas pour Ousmane Sembène. Donc, il a eu le courage de se mettre un point de vue, et ce point de vue, c'était un point de vue africain. Parce que le point de vue, c'est très important. Tous les films ont des points de vue. Et des fois, par exemple, le film, certains films, si vous connaissez, en fait, si on vous met dans le point de vue même du brigand, vous allez aimer le brigand et vouloir qu'il s'échappe. N'est-ce pas? Donc, il faut, en faisant un film, savoir quel point de vue vous adaptez. Et dans ce cas, je peux relater de façon vraiment rapide le film Tirailleurs de Omar Sy. Quand vous regardez le point de vue, le seul vrai héros dans ce film-là, c'est le capitaine français. Parce qu'Omar Sy, il joue un rôle, mais Omar Sy, dans tout le film, il cherche à s'enfuir avec son fils. Son fils n'a pas vraiment fait un acte de bravoure dans tout le film. Et le film, celui qui a fait un acte de bravoure, c'est un capitaine français qui, quand tout le monde était en train de s'enfuir, il a fait face à l'armée allemande et il a été tué. Et on lui donne une médaille à la fin. Donc, vous voyez que le réalisateur, Mathieu Vadepied, qui a fait ce film-là, il ne l'a pas fait pour avoir un point de vue africain. Donc, les Français, en regardant le film Tirailleurs de Omar Sy et de Mathieu Vadepied, ils seront fiers, alors que peut-être nous allons juste dire qu'on a fait un film sur les Tirailleurs, mais le message qui est caché derrière, c'est un message qui n'est pas vraiment fait pour un point de vue africain. Donc, il y a eu le film La Inde, indien, qui s'appelle Good Life. Donc, Good Life de Blessed Thomas. C'est un film qui est sorti en 2024. Donc, ce film-là, c'est sur ce qu'on appelle le kafala. Donc indigène, bon, vous pouvez partir, descendre. Donc, indigène aussi, c'est un film sur les Maghrébins, leur participation au niveau de la Grande Guerre. Donc, le film-là qui s'appelle Good Life. Good Life, c'est un film sur un Indien qui a été trompé comme des Africains. Et quand ils arrivent en Arabie Saoudite, on récupère leur passeport. Et on les amène dans le désert pour faire de l'élevage de chèvres. Donc, le gars s'est retrouvé comme esclave. Alors qu'on lui a fait miroiter, en fait, un travail bien rémunéré en ville.
Et ce film-là, l'Arabie Saoudite, mais si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir qu'ils ont fait tellement de pression pour que ce film-là ne puisse pas être diffusé. Parce que c'est un film, en fait, qui est pro-indien, et c'est un film qui a marché, et vous pouvez retrouver le film sur Netflix. Je pense que c'est disponible sur Netflix. Il y a le film, on va parler en dernier, donc de RR, c'est 3R, donc de Raja Mouli, qui est sorti en 2022, donc c'est un film indien, et ce film donc c'est sur l'expansionnisme donc des Anglais. Donc c'est deux Indiens qui vont combattre donc les colonialismes anglais. Et vous allez voir que si vous regardez ce film-là, qui est aussi disponible sur Netflix, vous ne pouvez que détester les Anglais en tant qu'Indiens. Alors, pourquoi j'ai pris le film RR et puis le film Good Life? Je vous demande un seul film sénégalais de long métrage où il y a un méchant français. Vous ne pourrez pas me le dire si ce n'est pas le séminalement de Tirailleurs. Et là, on va se retrouver avec le financement. On va voir comment eux, en finançant, ils vont regarder le scénario. Et ils ne vont pas financer un film qui dépeigne des Français comme des méchants, qui pourront créer, je ne dirais pas, en fait, ce n'est pas de l'imaginaire, mais à un moment donné, nous ne pouvons pas dépeindre De Gaulle comme un héros pour nous. Ce n'est pas un héros pour nous, c'est un point de vue. De Gaulle peut être un héros pour les Français, mais pour nous les Africains, pour nous les Sénégalais, De Gaulle n'est pas un héros. Parce que De Gaulle, il a combattu pour libérer la France. Mais c'est sous De Gaulle que des centaines de litres de napalm ont été jetés au Cameroun pour tuer des Camerounais. C'est sous De Gaulle que la plupart des présidents africains ont été tués dans des coups d'État. De Gaulle avec Foccart, ce qu'ils ont fait. Donc nous, De Gaulle ne peut pas être notre héros. De même que Faidherbe. Faidherbe ne peut pas, parce que nous tous ici, on a eu peut-être un grand-parent dont la tête a été coupée par Faidherbe. Donc ce grand-parent-là, si on regarde, notre père, il nous aime, n'est-ce pas? Il nous aime d'un amour infini. Mais notre père, il aime notre grand-père d'un amour infini. Mais nous, la plupart ne connaissent même pas leur grand-père. Et si je demande à certains de me citer sur 3 à 4 générations le nom de leurs grands-parents, la plupart ne pourront pas le dire. Peut-être que s'ils connaissent. Et cela va aller de mal en... Pourquoi? Parce qu'avec maintenant notre façon de vivre qui nous a été imposée dans les appartements, certains ne connaissent même pas leur grand-père. Donc, et dire le grand-père de leur père, ou bien l'arrière-grand-père. Donc, pour dire que nos grands-pères nous auraient aimé d'un amour indescriptible s'ils nous connaissaient. Alors, comment est-ce que nous, on peut mettre un statut de Faidherbe et puis essayer même de défendre que ce statut-là puisse être quelque part pour dire que nous sommes reconnaissants en fait de Faidherbe. Donc, là, nous allons parler des séries, parce que les séries, effectivement, il y a de la propagande, mais la propagande, oui. Okay. Donc, le modérateur nous demande de faire une pause pour que vous puissiez réagir sur ça. Comme ça, on va parler après de séries et de financement.